Arsenal est tout simplement la meilleure équipe au monde actuellement. Cette victoire symbolique 3-1 contre les hommes de Vincent Kompany assied la domination des Gunners sur le football européen. Arsenal est actuellement l'équipe à battre en Angleterre et en Europe. Le Bayern, c'était leur position avant cette rencontre. Ils étaient invaincus cette saison. Ils marquaient minimum 2 buts par match. Ce soir, c'est terminé. Ces deux statistiques ont disparu. Le Bayern a été maté par la bande à Arteta. Grâce à des buts de Timber, Madueke et Martinelli, les Gunners ont réussi à dérouler en seconde période après un premier acte plutôt équilibré et ils sont venus à bout de ce Bayern Munich grâce à plusieurs choses. Déjà, certaines performances individuelles, bien sûr, de la part des joueurs, mais aussi des bons choix du maître tacticien Mikel Arteta face à Vincent Kompany. Tout comme le week-end dernier contre Tottenham dans le derby, Mikel Arteta n'avait pas à sa disposition toutes ses armes favorites, puisque Gabriel, Gyökeres et Odegaard étaient absents dans ce match-là. Arteta a choisi de les remplacer dans le 11 de départ par Mosquera en défense centrale, contrairement au match contre Tottenham où c'était Hincapié qui avait été préféré. C'est la seule différence, puisque sinon c'est bien Eze qui a remplacé, comme lors du derby, Odegaard, et c'est Merino qui était aligné sur la pointe de l'attaque. Le dernier changement par rapport au 11 du derby, c'est la présence de Miles Lewis-Kelly au poste derrière gauche à la place de Ricardo Calafiori dans le 11 d'Arteta. Et les choix de Mikel Arteta dans le 11 de départ n'ont pas été parfaits quand on voit la performance plutôt maussade de la part de Trossard avant de se blesser, quand on voit également la performance plutôt difficile de Miles Lewis-Kelly. Ce n'est pas là où Arteta a fait la différence, c'est par son adaptabilité déjà pour ajuster son équipe par rapport à ce que proposait le Bayern. Et ça, on l'a vu dès le retour des vestiaires. Arsenal allait mieux, allait de mieux en mieux dans son match. Et c'est surtout par la qualité de ses changements, puisque Arteta fait rentrer Madueke plutôt que Martinelli à la place de Trossard. Ça a fonctionné. Et en plus, c'est son double changement à la 67e minute, juste avant le second but, qui crée finalement un petit peu de toute pièce ce second but, puisque c'est Calafiori qui rentre, qui est à la passe décisive, et c'est Madueke qui lui était déjà rentré, mais qui prend la place de Saka sur l'aile droite, et sur sa toute première action, sur son nouveau poste, sa nouvelle aile après ce changement tactique, marque. Donc bravo évidemment à Mikel Arteta. Cerise sur le gâteau, le but de Gabriel Martinelli, également entré en jeu, qui vient récompenser tout le travail du tacticien basque qui a su avoir un plan de départ qui était déjà bon, fonctionnel. Le Arsenal a clairement tenu tête au Bayern sur la première mi-temps et qui a ensuite su s'ajuster et remporter la bataille tactique face à Vincent Kompany. Je viens de féliciter les remplaçants d'Arsenal, mais rien ne serait arrivé sans certains titulaires côté Gunners qui ont réalisé de très belles performances. Je vais commencer par la star du moment, Eberechi Eze, qui a mis un triplé contre Tottenham. Aujourd'hui, pas de but à mettre à son actif. Il est quand même l'auteur de l'avant-dernière passe sur le second but et de la passe décisive sur le but de Martinelli, même si ça reste à modérer. C'est des passes qui sont plutôt logiques pour ce qui est de la première et la deuxième. Martinelli fait quand même le gros du travail avec son contrôle un petit peu chanceux de la cuisse. Mais en tout cas, très bon match de la part d'Eberechi Eze dans la création d'occasions, dans l'orientation du jeu. On ne ressent pas la perte d'Odegaard là sur le match contre Tottenham et sur ce match-là contre le Bayern, je trouve, au milieu de terrain par la qualité qu'Eze apporte. Il y a évidemment cette magnifique action, ce magnifique 1-2 avec Merino où il fait un contrôle sublime, un petit ballon glissé entre les jambes d'Upamecano. Malheureusement, il pêche à la finition, peut-être même qu'il hésite à faire la passe à Saka parce que sa frappe et sa finition est vraiment très très molle sur cette action. C'est dommage, mais en tout cas, encore un nouveau excellent match de la part d'Eze qu'on attend pour le 3 sur 3 ce week-end contre Chelsea dans un nouveau derby londonien. Je viens de mentionner Mikel Merino pour son 1-2 avec Eberechi Eze. Il a été très juste dans ses décrochages, comme à son habitude. Il a été très bon aussi dans la surface pour être au bout de certains centres, de certains coups de pied arrêtés. Alors malheureusement, il a manqué de précision dans son jeu de tête sur cette rencontre, mais il a clairement pesé sur la charnière centrale du Bayern et même sur l'équipe entière du Bayern, tant il était dangereux sur coup de pied arrêté. Ça reste une qualité de réussir à se créer autant d'occasions par ses déplacements, par évidemment aussi les tactiques de coup de pied arrêté de Nicolas Jauvert, c'est sûr. Mais en tout cas, Mikel Merino a réussi une nouvelle performance aboutie, même s'il termine cette rencontre sans but et sans passe décisive. Et que dire de la nouvelle performance impressionnante de Declan Rice au milieu de terrain? L'anglais a encore une fois été excellent dans tous les domaines pour couper les transitions bavaroises lorsque celles-ci passaient par le milieu de terrain, puisqu'on a vu le Bayern même sauter parfois le milieu de terrain pour éviter d'avoir affaire à Declan Rice. On l'a vu excellent aussi dans la gestion du ballon. C'est lui qui récupère le ballon et qui écarte sur Eze sur le second but d'Arsenal. C'est lui qui lance cette action-là. On l'a vu aussi réaliser des percées balle au pied. Il a failli marquer un but exceptionnel. Et plus globalement, voilà, une rencontre encore une fois pleine de maîtrise de la part de Declan Rice qui est dangereux de plein de manières différentes dans cette équipe d'Arsenal, qui est utile, qui est efficace de plein de manières différentes. Et c'est pour cela que l'UEFA lui a décerné le trophée d'homme du match sur cette rencontre.
Il le mérite clairement. J'ai quelqu'un d'autre en homme du match, on en discutera peut-être dans l'espace commentaire ensuite. Donnez-moi votre homme du match, dites-moi si c'est Declan Rice ou quelqu'un d'autre. Moi, j'ai un autre nom que je vais vous donner juste après, mais Declan Rice peut clairement le mériter au vu de sa nouvelle performance excellente avec le maillot d'Arsenal. Et oui, j'ai quelqu'un d'autre en homme du match que Declan Rice, c'est Noni Madueke, mon homme du match. Pour moi, sa performance a été excellente, déjà par le contraste dans ce qu'il a apporté par rapport à ce que faisait Trossard avant sa blessure. J'avais un petit peu de bol avec la rencontre de Trossard, je le trouvais trop difficile à trouver dans le jeu d'Arsenal. Il a en plus raté une grosse occasion aussi, alors il était hors jeu certes, mais quand même je trouve que c'est assez représentatif de son match, je ne l'ai pas trouvé dedans. Alors malheureusement pour lui, il se blesse, on lui souhaite un bon rétablissement, mais je trouve que l'entrée de Madueke a apporté quelque chose de nouveau, beaucoup plus de peps à ce côté gauche, et d'ailleurs Arsenal attaquait beaucoup tant que Trossard était sur la pelouse par le côté de Saka, par le côté droit, et Arsenal s'est mis beaucoup à attaquer par le côté gauche sur la période où Madueke a joué à ce poste-là, avant de finir la rencontre à droite et de marquer le but de la victoire, le but du résultat. Donc pour moi, c'est une performance complète de la part de Noni Madueke qui en plus marque son tout premier but sous le maillot d'Arsenal. Donc ça le fait plein de raisons de le féliciter, de l'encourager. Personnellement, je lui décerne mon trophée d'homme du match sur cette rencontre, même s'il y a plusieurs noms clairement qui peuvent le mériter, dont Rice qui a été mentionné auparavant dans cette vidéo. Donnez-moi le vôtre en commentaire, ça m'intéresse. J'ai envie de dire un mot sur l'un des joueurs les plus polarisants dans l'équipe d'Arsenal, l'un des joueurs sur lequel on entend tout et son contraire après chaque match, c'est Bukayo Saka. Beaucoup de monde tombe souvent sur Saka, qui n'est pas toujours décisif, qui a même un petit peu de mal d'ailleurs à être décisif dernièrement. Aujourd'hui, il l'a été, pour le coup, c'est lui qui frappe le corner sur le premier but de Timber. Il a globalement très bien frappé, d'ailleurs, ses coups de pied arrêtés qui sont sur le côté droit d'Arsenal, puisque côté gauche, c'est Rice qui frappe. Par contre, dans le jeu, ça a été un petit peu plus difficile, je trouve, pour Bukayo Saka. Il a été bien cadré par Konrad Laimer sur ce match-là. Dans le derby, il avait clairement réussi à prendre le dessus sur son vis-à-vis, Destiny Udogie. Là, ce soir, ce n'était pas le cas. On n'a pas senti un Laimer débordé, on n'a pas senti non plus un Laimer qui avait besoin d'une aide à un contre 2, un contre 3 face à Saka. Donc un match quand même assez moyen de la part de Bukayo Saka, j'ai envie de dire. Mais ça reste une performance qui n'est pas minable du tout pour le coup. Et surtout, bah, ça reste quand même une nouvelle passe décisive pour Bukayo Saka dans l'arène des compétitions. J'étais tombé sur Zubimendi, je trouve à juste titre, après le derby, en disant que c'était clairement le joueur qui avait été en dessous du côté d'Arsenal. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je trouve que Zubimendi a fait un excellent match. C'était à lui de gérer les décrochages d'Harry Kane lorsqu'il revenait réintégrer le milieu de terrain. Je trouve qu'il l'a très bien fait, qu'on a vu Kane assez peu s'exprimer dos au but, assez peu recevoir le ballon, se retourner et gagner quelques matchs. J'ai trouvé Zubimendi très bon dans ce domaine-là. Il a également été très bon sur ce match-là avec le ballon. Donc je trouve que c'est une performance complète de la part du Basque, à l'instar de ce qu'il fait depuis son arrivée à Arsenal, et clairement bien mieux aussi que ce qu'il a fait contre Tottenham le week-end dernier. Et donc, si on n'a pas vu Harry Kane au milieu de terrain, c'est grâce à Zubimendi. Mais si on n'a pas vu Harry Kane tout court dans cette rencontre, c'est aussi grâce à la charnière centrale d'Arsenal, au travail de William Saliba, bien sûr, sur l'anglais Harry Kane, au travail aussi de Mosquera, qui a été plutôt convaincant, je trouve, dans cette rencontre, même si je pense qu'un Nketiah aurait réalisé aussi une belle performance. Je pense pas qu'il y ait un switch dans la hiérarchie à ce poste-là, sachant qu'évidemment, Gabriel, dès qu'il revient de blessure, sera le titulaire indiscutable. Mais en tout cas, très belle performance de la charnière centrale d'Arsenal. Très belle performance aussi du premier buteur que je nomme enfin dans ce débrief, Jurien Timber, qui réalise un match à la Timber sous le maillot d'Arsenal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur, c'est sans fioriture, c'est propre. Il a parfois quelques très belles actions, quelques très belles choses à la relance. J'ai en tête un moment où il se retourne, où il aspire son vis-à-vis. Il aspire le pressing du Bayern et il se retourne en première mi-temps sur l'aile. Et voilà, c'est à l'image de Jurien Timber. C'est simple. Il ne va pas y avoir de phrase, il ne va pas y avoir de persil, il ne va pas dribbler 5 joueurs. Mais par contre, c'est simple et efficace et diablement efficace à ce poste-là. Et il est excellent pour Arsenal par rapport à son pendant, Miles Lewis Kelly, le jeune crack d'Arsenal qui, là, pour le coup, n'a pas fait une grande performance aujourd'hui. Le Bayern a beaucoup attaqué sur son côté, a beaucoup appuyé sur son côté. C'est d'ailleurs sur son côté d'où vient le seul but du Bayern dans cette rencontre. Et j'ai un peu de mal quand même avec sa performance. Je ne l'ai pas trouvé aussi juste. Et en plus, ça contraste pas mal avec l'entrée de Calafiori qui a été très bonne. Alors Calafiori rentre, fait une passe décisive immédiatement. Donc bien sûr, on ne voit que ça. Mais plus globalement, un peu de mal avec le match de Miles Lewis Kelly. Et c'est à lui que je décernerai, entre guillemets, ce trophée, ce cadeau empoisonné du moins bon joueur d'Arsenal sur cette rencontre. Le Bayern est arrivé à l'Emirates Stadium avec un plan clair et défini, et s'y est tenu, ça a fonctionné en première mi-temps, puisque la première mi-temps est très équilibrée. Le score de 1 partout reflète bien la physionomie de cette première période, où les deux équipes ont en gros eu chacune une grosse occasion franche. Arsenal a en plus réussi à marquer sur coup de pied arrêté. Le Bayern avait réalisé une bonne entame, le Bayern avait le pied sur le ballon aussi, mais patatras en seconde période. Je trouve que Compagnie n'a pas réussi à être à la hauteur des ajustements de Mikel Arteta, il n'a pas réussi à se réajuster au niveau qu'Arsenal proposait
en seconde période et ça a coûté au Bayern. Je pense aussi que les changements du Bayern sont moins bons, peut-être même que la qualité du banc du Bayern est moins bonne que celle d'Arsenal. En tout cas, voilà de seconde période beaucoup plus compliquée pour les Bavarois qui se sont fait avoir à l'Emirates Stadium. Première défaite de la saison, premier match où ils ne marquent pas au moins 2 buts cette saison et ils ont quand même été assez loin pour le coup de marquer ce second but dans ce match avec peu d'occasions en seconde période grâce à l'excellente défense d'Arsenal bien sûr, mais grâce aussi aux performances ratées des stars offensives du Bayern. Pourtant, sur le papier, Vincent Kompany avait fait confiance à ses hommes forts pour ce match-là. La seule absence de marque, la seule absence du moment, c'était Luis Diaz, qui est suspendu après son tacle horrible sur Hakimi contre le PSG, remplacé par Lennart Karl en numéro 10, Gnabry sur l'aile gauche, Olysée sur l'aile droite, Kane en pointe, Kimmich au milieu de terrain, la charnière centrale Upa Mécano Ta habituelle. C'était les hommes forts cette saison du côté du Bayern. Donc, en théorie, ça devait fonctionner et ça a fonctionné clairement en première période, notamment les décrochages de Kane qui ont permis de libérer l'espace à Lennart Karl. C'est ce qui a permis plusieurs actions très intéressantes dans les demi-espaces droite et gauche de la part de Lennart Karl. Ça lui a aussi permis d'attaquer la surface sur le but avec une transversale absolument époustouflante de Kimmich pour Gnabry. Mais ensuite, on a pas vu grand-chose, en fait, en seconde période de la part des offensifs du Bayern. Alors, je vais pas tomber sur Lennart Karl qui fait clairement son match et qui était l'homme le plus dangereux en première période côté bavarois. J'ai plus envie de tomber déjà sur Harry Kane, tout simplement, puisque c'est l'un des tout meilleurs joueurs au monde cette saison, l'un des meilleurs attaquants au monde. Et c'est bien de décrocher beaucoup, il participe au jeu. C'est impressionnant, sa performance contre Dortmund, par exemple, où il jouait presque comme un numéro 6-8 plus qu'un numéro 9. Ça avait été incroyable, pour le coup, et c'est incroyable sur certaines actions par phase quand Harry Kane fait ça. Mais c'est aussi important d'être dans la surface et d'être ce numéro 9 qui a déjà marqué 15 buts dans sa carrière contre Arsenal. Je trouve que ça a manqué au Bayern. Je trouve que Kane n'a pas été assez agressif dans sa manière de jouer, pas assez offensif. Et ça a coûté aussi aux ailiers du Bayern qui se retrouvaient trop esselés parce qu'Arsenal a des latéraux qui défendent très bien. Alors, Lewis Kelly un petit peu moins pour le coup que son pendant Timber sur ce match-là. Mais ils ont surtout Arsenal des ailiers qui reviennent aider leurs latéraux et qui reviennent défendre. On a déjà vu Saka revenir très bas sur certaines actions. De l'autre côté, Trossard et Madueke le faisaient aussi. Et donc, bah, les ailiers se retrouvent en situation de 1 contre 2 très souvent. Et en plus, il n'y a pas Kane dans la surface pour avoir une option de centre rapide, une option d'occasion de but rapide, parce qu'on sait que Kane est capable de marquer d'un rien, d'un ballon en cloche dans la surface. Et ben, je trouvais ça assez problématique. Donc, j'ai beaucoup de mal avec le match d'Harry Kane, beaucoup de mal aussi avec le match du coup de Gnabry et d'Olysée qui n'ont pas su faire de différence, même s'il y a des circonstances atténuantes pour eux, alors que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup sur le dos d'Harry Kane. Au milieu de terrain, Joshua Kimmich a réalisé la transversale du siècle, le long ballon du siècle sur Gnabry. La passe, elle est merveilleuse, elle est magnifique. Ça me rappelle les grandes heures de Tony Kroos, puisque c'est exactement depuis la zone d'expression de Tony Kroos, même si Kimmich n'a pas grand-chose à envier sur ce point-là à Tony Kroos. Le problème, c'est que je trouve que cette passe, elle est un petit peu en cache-misère de son match, parce que Joshua Kimmich a quand même été en assez grande difficulté. Il y a plusieurs ballons perdus qu'on n'a pas l'habitude de le voir perdre. Je trouve qu'il a un petit peu cédé à la pression, parfois, quand Arsenal lançait le pressing, surtout en deuxième période, il s'est un petit peu éteint, alors qu'il maîtrisait bien le jeu et le tempo sur la première mi-temps. Et je trouve que du coup, bah, c'est un petit peu le métronome, le témoin de ce Bayern Munich. Ça veut dire que quand Kimmich a un peu de temps, va bien, il oriente le jeu parfaitement et le Bayern contrôle sa rencontre et le cours des événements. Et quand Kimmich va moins bien, bah là, le Bayern est prêt à couler. C'est ce qui s'est passé en seconde période. Il y a deux points tactiques sur lesquels j'ai envie de revenir. Déjà, il y a quand même le bon choix de la part de Compagnie d'appuyer sur le côté de Miles Lewis Kelly, d'attaquer plus à droite qu'à gauche. Ça se voit hein, sur cette statistique que j'ai trouvée sur SofaScore, ce petit graphique. On voit le Bayern a attaqué quasiment 2 fois plus à droite qu'à gauche sur cette rencontre. Alors ça s'explique par la présence de Michael Olise, mais surtout, je pense, par la présence de Lewis Kelly en face. Et c'était une bonne idée. Hein, c'est de là que vient le but du Bayern sur cette rencontre. Donc bonne idée de Vincent Compagnie d'avoir demandé ça à ses joueurs. L'autre idée de Vincent Compagnie sur ce match-là, c'était de faire le pressing en individuel comme contre le PSG. Le problème, c'est que ça a marché contre Paris, mais ça ne marche pas contre Arsenal, car Arsenal n'a pas pris les risques que prend le PSG à la relance. Je m'explique. Arsenal, sur ce match-là, et surtout sur la première période, et encore plus sur les 15 premières minutes du match, ils étaient en phase d'observation. Ils voulaient voir ce que le Bayern allait tenter, allait proposer, Arteta aussi, je pense. Et au fur et à mesure de la rencontre, Arsenal, ils ont pris des notes sur ce que faisait le Bayern, sur leur manière de presser, sur leur manière de venir à eux, sur les moments aussi où ils ne pressaient pas, où ils abandonnaient le pressing, sur les failles qu'il y avait. Et en fait, au fur et à mesure du match, Arsenal s'est permis d'avancer, d'entrer dans son match, de prendre confiance face à ce pressing bavarois qui était très bon, très bien animé, mais pas suffisamment fonctionnel parce que Arsenal ne prenait pas suffisamment de risques à la relance. Quand il y avait un doute, ça retournait derrière sur Raya et les portiers espagnols, avec son très bon jeu au pied, balançaient devant. Parfois, il rendait le ballon au Bayern. C'est pour ça que le Bayern a une très bonne possession sur la première mi-temps. Parfois, il trouvait même un joueur devant parce qu'un joueur comme Mikel Merino, on peut le trouver sur des longs ballons de la part du gardien. Et c'est ça, moi, je trouve qui a été un petit peu
raté dans la préparation de la rencontre de la part de Kompany, c'est que tu as un plan A en utilisant ton pressing, qui est le meilleur pressing au monde cette saison, contre Arsenal. Mais le problème, c'est que tu n'as pas de plan B quand Arsenal fait ce qu'il faut pour ne pas tomber sous ce pressing, justement, prendre son temps, en étudier les failles. Et une fois qu'Arsenal a trouvé les failles en seconde période de ce pressing, ils se sont même permis de eux-mêmes se mettre à presser, jouer plus haut, et ça a apporté la panique. Et ça a clairement fait perdre le Bayern sur cette rencontre. Il n'y a clairement rien de grave pour le Bayern Munich dans ce match. Ça arrive de perdre, ça arrive à tout le monde. Arsenal a déjà perdu cette saison malgré l'excellent début de saison des Gunners. Le Bayern, leur défaite, c'est maintenant. C'est comme ça, c'est même parfois positif une défaite quand une équipe se sent invincible, quand une équipe se sent au-dessus de tout, comme le Bayern pouvait clairement se sentir depuis le début de saison. Ça fait un petit rappel à la réalité, petit retour à la réalité pour les Bavarois. La réalité ce week-end, c'est un match en Bundesliga plutôt facile contre le 5 Paoli. Le prochain match de Ligue des Champions, c'est la réception du Sporting. Pareil, ça c'est clairement pour le coup assez facile pour le Bayern qui va avoir un calendrier plutôt simple pour repartir sur une belle série de victoires. Mais en tout cas, retour à la réalité. Et le Bayern a montré quelques failles aujourd'hui qu'on n'avait pas encore vues cette saison. Et le Bayern perd peut-être aussi son titre de meilleure équipe au monde au profit d'Arsenal, je trouve, à la fin de ce match, car Arsenal a réussi à les mater. Pour les Gunners, évidemment, j'en fais partie, le sourire, il est là. On a tous un grand sourire. Les fans d'Arsenal, victoire 4-1 dans le derby contre Tottenham, victoire 3-1 en revenant à bout des Bavarois. Arsenal peut se sentir actuellement comme la meilleure équipe au monde. Il reste un dernier match cette semaine pour le confirmer. C'est ce fameux derby à Stamford Bridge. Je me fais que vous le répéter puisque je fais que des vidéos sur Arsenal et sur Chelsea en ce moment. Mais Chelsea-Arsenal, 17h30 dimanche, je serai évidemment devant ma télé et évidemment derrière mon micro à la fin du match pour vous proposer un débrief. J'ai hâte de cette rencontre, le troisième choc de la semaine pour les Gunners. Si Arsenal gagne à Stamford Bridge, parce qu'historiquement en plus Arsenal a du mal sur la pelouse de Chelsea, si Arsenal gagne à Stamford Bridge, franchement, je pense qu'on pourra clairement dire que c'est la meilleure équipe du monde en ce moment. En attendant, on va voir ce que ça donne sur la pelouse de Chelsea. En Ligue des Champions, le prochain match d'Arsenal, ce sera un déplacement en Belgique, chez le club Bruges. Alors, c'est pas facile, hein, on a vu le Barça se casser les dents là-bas. On verra ce que ça donne pour Arsenal. On verra aussi si Arteta décide de faire tourner dans ce calendrier fou qu'il y a en Angleterre au mois de décembre. J'ai hâte également, évidemment, d'être à la période du Boxing Day en tant que grand fan de PL. Et j'ai hâte de voir ce que les Gunners ont à me proposer sur le reste de la saison, puisque je suis, en tant que fan d'Arsenal, incroyablement satisfait pour l'instant. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Pensez à laisser un like, à vous abonner si ça vous a plu. Surtout, commentez cette vidéo, donnez-moi votre avis sur le match, donnez-moi votre avis sur mon analyse, donnez-moi votre homme du match, ça m'intéresse, j'ai envie de débattre en commentaire après cette belle rencontre pleine d'enseignements entre Arsenal et le Bayern. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief ou une nouvelle analyse sur les analyses du Guy. Salut à tous, ciao.